Bonjour les petits padawans. Alors, une nouvelle expo. On essaye à travers ces expos de balayer à peu près tout ce qui peut se faire au niveau art contemporain, différents artistes, différents supports, différentes pratiques, etc. On en a donc déjà vu un certain nombre. Et là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un travail encore plus important de la part du commissaire d'expo. Le commissaire d'expo va être dans cette exposition comme un véritable artiste qui se surajoute à tous les artistes qu'il a choisis. Et le travail que je vous propose aujourd'hui, c'est celui de Guillaume Mont-Saint-Jean, qui est philosophe, prof de philo, mais philosophe lui-même, et qui s'intéresse à plein de sujets. C'est un érudit, plein de sujets dont l'art est l'un des sujets principaux. Mais c'est pas n'importe quel art. Vous allez voir aujourd'hui qu'il s'inscrit dans une recherche sur la carte et le territoire. Non, c'est pas du Houellebecq, etc. Mais, quoique, il y a quand même donc des liens qui peuvent se faire. Et c'est ça que vous allez voir et qui est intéressant dans cette expo-là. C'est-à-dire que certains commissaires d'expo et certains artistes qu'ils choisissent ont une recherche dans les références. C'est-à-dire que tous leurs propos, justement, c'est de nous faire avoir un certain nombre de relations avec d'autres sujets, d'autres artistes, d'autres thématiques. Je vais m'expliquer. C'est que Guillaume Mont-Saint-Jean va nous proposer, va nous entraîner à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la représentation. Et à travers un certain nombre d'artistes, on va essayer donc d'explorer qu'est-ce que c'est que la représentation de la carte et du territoire, par exemple. On part de là. À l'entrée, on va trouver... Alors, vous vous rappelez un petit peu de ma façon de faire. La première impression, c'est important. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une robe. Première impression, c'est une robe. Robe de femme. Mais c'est une robe assez élégante. On va dire 19e siècle. Ou début du 20e. Grand jupon, grand froufrou. Et pourtant, il y a quelque chose qui est intriguant. À la deuxième analyse, quand on s'approche, on voit que finalement, le tissu de la robe n'est pas un vrai tissu, c'est plutôt du papier, et que cette robe est imprimée d'une carte. On s'approche encore plus et on voit que c'est du papier mâché, du papier qui a été assemblé comme si c'était une robe. Et le résultat est troublant. C'est un travail d'une artiste anglaise qui s'appelle Susan Stockwell et qui adore travailler justement sur ces petites choses, sur ces choses de l'intimité. On va voir d'ailleurs juste derrière la robe, au mur, il y a une mappemonde qui est faite en sachet de thé. So British. Donc effectivement, après la première impression de qu'est-ce que c'est que cette... On repère tout de suite que c'est pas une mappemonde, une planisphère. On repère tout de suite que c'est une carte. Et c'est quand on s'approche qu'on voit de quoi elle est faite. Une matière bizarre, avec de l'épaisseur, etc. Quelque chose de brunâtre. Et quand on lit le cartel, on se rend compte que c'est fait avec des sachets de thé. Donc vous voyez, là on est dans deux représentations choisies par une artiste et qui nous introduisent bien dans cette exposition sur la carte et le territoire. Alors, Guillaume Mont-Saint-Jean, je vous l'ai dit, il est philosophe. Et on sait que le poids qu'un philosophe attribue aux idées et aux mots est très important. Mappamundi évoque, donc, je vous l'ai dit, la carte et le territoire, et c'est là que le philosophe va rejoindre les artistes autour du paradoxe de la représentation. Ce faisant, notre commissaire d'expo va se situer au cœur de l'art contemporain.
et de ses contradictions. Pour poser la question qui est la plus cruciale, est-ce que la carte n'est pas plus intéressante quelque part que le territoire? Ça, c'est une question à 100 000 $, à 1 million d'euros. Ou encore, après cette première question, il y en a une deuxième qui vient à l'esprit. Est-ce que la carte n'est pas un autre territoire? Donc ça, voilà, on part là-dessus, et vous voyez que là, on est sur deux représentations très intéressantes pour nous introduire dans ce débat. On avance et on rentre dans la salle d'en face et on trouve un travail étonnant. Il y a plein de photos mises les unes à côté des autres qui représentent un dos nu. Un homme chinois, visiblement, d'après ce qu'on en croit le cartel, et son nom, il s'appelle Kinga. Et Kinga a fait un travail sur lui-même. On est dans cette première approche de la carte du territoire par le corps. On a vu la robe, etc. Là, on voit la peau de Kinga. Cet artiste chinois a voulu travailler sur la longue marche. Et notre première impression, c'est étonnant, c'est comme les provocateurs comme Orlan, donc que depuis un bout de temps, ou d'autres artistes qui travaillent sur le corps humain. Et là, comme Orlan, il travaille sur son propre corps. Et donc, il a voulu finir la longue marche de Mao Zedong. Et donc, il fait les 5000 km qui manquaient pour finir la longue marche. Et donc, à chaque étape, il se fait tatouer la ville nouvelle par laquelle il passe, etc. Et donc, les différentes photos qu'on a là montrent un certain nombre d'étapes que Kinga a suivies et dont la marque est sur son propre corps. C'est important de voir que son corps fait à la fois support artistique et témoignage de sa progression. Donc on a souvent, et on verra d'ailleurs au premier étage, un autre artiste qui travaille aussi sur la progression. Même si ce n'est pas sur son propre corps, bien que son propre corps en soit le moteur, vous verrez pourquoi. Donc voilà, le travail de Kinga fait partie de cet artiste chinois qui émerge de plus en plus en art contemporain. Et l'art contemporain chinois est un art qui va compter. Non seulement par le soft power de la Chine, etc. Mais là, vous voyez, il y a une dimension qui est tout à fait intéressante et que d'autres artistes, peut-être européens, n'avaient pas encore apporté à l'art contemporain. On quitte Kinga et on va vers le... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, le tatouage, qui est un art millénaire en Chine. Bon, chez nous, c'est peut-être pas millénaire, mais peut-être, si bien sûr, chez les Romains, comme chez les Grecs, ça a dû se pratiquer. Hélas, la peau ne demeure pas, contrairement à d'autres matériaux. Donc, on n'a que des témoignages indirects sur le tatouage. Mais le tatouage, de plus en plus, est reconnu comme un art. Et ça, c'est terriblement intéressant. On le verra aussi au Japon avec les tatouages qui partent des Yakuza. Et il y a même un musée à Edo, à Tokyo, qui expose des peaux qui ont été conservées avec les plus beaux tatouages, qui ont été donnés après leur mort. Il y a les plus belles peaux tatouées qui peuvent être données à ce musée. Donc le tatouage est aussi une sorte de nouveau support de l'art. Donc on va dans le hall du rez-de-chaussée et on tombe sur une grande planisphère, une énorme photo très large. Là encore, une planisphère. Le monde entier. Première impression, encore une planisphère. Deuxième impression, de quoi est-elle composée? Et là on s'approche et on voit que c'est des éléments qu'on connaît. Le matériau, c'est quelque chose auquel on est habitué. On reconnaît des écrans d'ordinateur, des claviers, des souris, des disques durs, etc. Et tout ça, c'est fait en déchets d'ordinateur. Vic Muniz, qui est un artiste brésilien, travaille beaucoup sur cette notion-là.
On a vu déjà qu'en art contemporain, beaucoup d'artistes travaillent justement sur ce que la société rejette et en font leurs matériaux. Ils anoblissent le déchet, ils anoblissent ce dont les autres ne veulent pas. Vic Muniz insiste aussi sur un certain nombre d'aspects écologistes. C'est un artiste qui est sensible à cette chose. Bien avant d'autres, il a travaillé sur ce problème-là. Son art, sa façon de travailler est une façon presque industrielle. Tout ça, il le compose dans un atelier, dans un grand hangar. Tout est disposé à terre, c'est-à-dire qu'il a dû dessiner avant la forme des continents, et on assemble, c'est lui qui décide, on assemble les différents continents, les différents pays, et il les forme avec ce qui lui semble le plus adapté comme forme. À la fin, on obtient cette grande planisphère dans son hangar. Il prend ou une grue, etc. Et il prend une photo du haut. Ce qui donne, voilà cette œuvre qu'on voit là. L'œuvre finale, finalement, c'est la photo qui retrace tout ce travail d'assemblage qui a eu lieu dans un hangar quelque part dans le monde. Donc ça, c'est une façon aussi, de plus en plus en art contemporain, il y a ce travail préparatoire. Et l'œuvre, le produit final, finalement, c'est la constatation de l'œuvre, c'est une photographie. En face, on a encore, aux premières impressions, encore des planisphères, plusieurs. Mais ne sont pas du tout comme celles de Vic Muniz, qui avait des tons grises, marronasses comme tous les ordinateurs du monde, un peu sombres, tristes comme le monde de la bureautique. Mais en face, les planisphères sont beaucoup plus joyeuses. Il y a des tons, il y a des couleurs beaucoup plus vives, et surtout on a des personnages. Quand on s'approche, on regarde sur les différentes planisphères qui nous sont montrées, on regarde les différents personnages qui y sont. Et on se rend compte que ce sont des personnages de bande dessinée et de Disney, en grande majorité. Et on se rend compte que l'auteur, Nelson Lerner, veut nous attirer sur quelque chose. Il constate l'emprise du soft power américain, l'impérialisme américain. Pour lui, il est brésilien aussi comme Vic Muniz, pour lui ça s'est exercé de cette façon douce en envahissant l'esprit des jeunes, avec les dessins animés, avec les illustrés, les fanzines, etc. Tout ça, ça a été le soft power américain. Comme plus tard, les Japonais vont user du même soft power par les mangas et les différents films d'animation donc japonais. Donc là, Nelson Lerner, on va voir comment est-ce qu'il nous raconte, donc d'une façon complètement humoristique, la progression de l'impérialisme américain. On voit tous ces petits combats, tous ces petits combattants, etc., issus de Disney. Vous vous pencherez donc de plus près sur ces différentes œuvres. Et vous voyez que l'approche humoristique est aussi souvent employée en art contemporain. On l'a déjà vu pour d'autres artistes, mais là, pour Nelson Lerner, c'est fondamental. Il y a comme encore, c'est pas une map monde, c'est un globe terrestre en 2 dimensions, une photo. C'est beau. Première impression, c'est beau. Les couleurs sont belles. Les mers, les océans sont d'un bleu azur qui est assez évocateur. Ça y est, on est dans l'exotisme. On est parti comme Cook ou Slocum donc vers les mers du Sud. On est les moitessiers, donc puisqu'on part de Toulon. Et les continents sont jaunes dorés. Quelque chose de beau, de séduisant. On croit que ce sont des continents. Quand on s'approche, on voit que ça représente autre chose que la vraie terre. C'est pas le territoire qu'on connaît. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et quand on s'approche, on voit que c'est marqué Stalker. Stalker, c'est le nom d'un film russe, etc., qui racontait l'histoire d'un tireur d'élite, un stalker. C'est quelqu'un qui bloque les autres,
Vous savez, c'est celui qui reste en arrière pendant que les autres fuient et qui bloque les troupes qui vont arriver. Il sacrifie le Stalker pour sauver l'ensemble de ses camarades. Et bien là, ceux qui se sacrifient, c'est peut-être les artistes qui nous avertissent sur ce globe-là. Ils ont représenté les quartiers sensibles de Rome, parce que c'est un collectif d'artistes italiens. Et donc, c'est tous les quartiers à problème de Rome qui sont identifiés comme ça, avec des petits plans, qui sont comme donc des continents ou un archipel. Et donc, c'est pour éveiller nos yeux sur les lieux où peut-être tout le monde n'a pas droit à l'art et à l'art contemporain. Donc le Stalker, c'est comme on voyait avec Eduardo Arroyo, c'est tout sauf de l'art pour l'art, c'est de l'art militant, c'est de l'art engagé. Donc là, on est interpellé par le collectif Stalker. On va aller dans la salle 4, et là on rentre et on voit un travail très étonnant. La première impression, c'est qu'on n'y comprend rien. Pas grand-chose. On voit une grande photo aérienne avec des lettres mal tracées sur le paysage. True Places, en anglais, qui est tracé en blanc avec des lettres plutôt mal foutues. Dis donc, il ne sait même pas dessiner, ce peintre, cet artiste. Et quand on lit le cartel ou quand on écoute ce qui se dit autour de cette création, de cette œuvre d'art, c'est une œuvre de Jeremy Wood. Et Jeremy Wood, c'est le comble de l'artiste actuel qui travaille sur les nouvelles technologies, on va dire. C'est un artiste GPS. C'est-à-dire qu'il a remplacé le classique pinceau par ses pieds, par sa démarche. Et que c'est le terrain qu'il parcourt qui va tracer la ligne. Ce qui veut dire qu'il prépare à l'avance. Et il sait par où il doit passer s'il veut faire un certain nombre, s'il veut écrire dans le paysage un certain nombre de messages. C'est comme ça qu'il a eu des commandes et qu'on voit au mur, par exemple, le travail qu'il a fait pour une université écossaise dont il a tracé tout le panorama. Je vous explique un petit peu comment ça marche quand même. Effectivement, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il va avoir sur lui un capteur GPS, un relais GPS. Et ce relais va recevoir les positions GPS en permanence, si bien que le soir, quand il a fini donc sa journée de travail, sa journée de promenade, il imprime le trajet qu'il a fait. Et s'il a respecté exactement ce qu'il voulait, il a pu écrire les messages qu'il comptait écrire en se promenant dans les différents lieux. C'est-à-dire que le True Places que vous voyez au mur, ça a été écrit par sa promenade. Et c'est le soir, en rentrant, il imprime tout ça, et voilà ce que ça donne. Ça donne son œuvre. Donc vous voyez, même ces nouvelles technologies si arides, si critiquées pour leur manque de romantisme, eh ben, les artistes arrivent à les récupérer et à en faire quelque chose. À tel point que même les défauts de ces nouvelles technologies, vous verrez, on le verra plus tard, ça s'appelle du glitch art quand on profite de ce qui marche pas bien. Ça c'est très sympa aussi. Mais ils profitent des gaps. Le gap, c'est le fait que le GPS n'est pas en permanence. Il fait un balayage avec le satellite, et le temps qu'il fasse ce balayage, il se passe un certain nombre de choses, et le temps que ça rebalaye sur la même position, il y a un écart donc qui s'est fait. Et c'est pas très rigoureux. C'est pour ça qu'on se méfie pour la future la voiture autonome, on se méfie donc du GPS, il faudra peut-être attendre donc des systèmes beaucoup plus précis, beaucoup plus perfectionnés. Bref, Jeremy Wood a voulu aussi un peu jouer, s'amuser, mais aussi faire œuvre de romantisme et de poésie avec ce gap. Et donc, l'œuvre qu'on voit là, une des œuvres, c'est toute sa nuit.
Il n'a pas bougé, il est resté dans un lit. Et pourtant, c'est comme s'il y avait plusieurs lignes de tracé. C'est comme s'il avait bougé presque en permanence à cause du gap. Donc des changements GPS, des changements de position de satellite aussi. Vous voyez, on peut arriver à faire quelque chose de perturbant, d'intéressant, de questionnant avec les nouvelles technologies, et on en verra d'autres. On verra une exposition vraiment donc, qui travaille sur ces nouvelles technologies. Vous voyez, le travail de Jeremy Wood est un de ces travaux qui nous permettent de faire évoluer notre façon de voir qu'est-ce que c'est qu'un pinceau, comment un artiste travaille, avec quoi il peut travailler et dans quel domaine. Donc là, véritablement, on est sorti donc du territoire habituel pour un autre territoire. L'artiste a gagné. Il nous a transcendés. Il nous a fait aller plus loin que ce à quoi on est habitué. Après Jeremy Wood, on entre dans les salles du bout et on voit une œuvre qu'on peut trouver belle parce qu'elle est attirante. Elle est très étonnante. C'est comme un globe fait de myriades de petites couleurs. C'est le travail de Chris Kenny. Il fait un travail avec des petites épingles. Il va prendre des petits bouts de carton sur des prospectus, sur des billets de spectacle. Il fait miel de tout ce qu'il trouve, dans la société, des couleurs qui l'intéressent, des caractères qui l'intéressent. Il joue sur des petites choses et il les collectionne. Après, il les colle sur ses petites têtes d'épingle et il va les mettre suivant la fréquence qu'il veut et suivant la forme qu'il veut. Et voilà ce que ça donne, ces œuvres incroyables de Chris Kenny. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce que c'est comme un mélange de l'ancien monde et du nouveau monde. Il y a de la beauté, il y a de la couleur, il y a de la forme, etc. Donc ça, c'est l'ancien monde. Et en même temps, il y a cette idée de récupérer ce qui n'est pas récupérable et de jouer avec des petits riens, avec des épingles. C'est l'art de l'épingle. Donc cet incroyable travail de Chris Kenny est un travail à la fois nouveau et un travail d'artiste de toujours. Donc c'est ça, c'est ce paradoxe, c'est cet assemblage étonnant donc, qui est très intéressant chez Chris Kenny. Un petit peu plus à droite, on voit encore une planisphère, vous me direz. Et là, on voit le travail d'un artiste Raimondi, un artiste italien, dont le matériau est encore plus surprenant que chez d'autres, car c'est un matériau vivant, en quelque sorte. En tout cas, alimentaire, mon cher Watson. Et quand on voit son œuvre, on se demande véritablement de quoi c'est fait. La première impression, comme souvent avec les artistes contemporains, c'est la perplexité, la surprise. Et pourtant, il y a de la poésie là-dedans. Si j'osais cet énorme adjectif maintenant de nos jours en art contemporain, c'est beau. Et en deuxième analyse, quand on s'approche, alors, il ne faut pas lire tout de suite le cartel, sinon il n'y a plus de suspense du tout. On essaye de savoir. Et pour ceux qui sont le plus perspicaces, ou qui sont des fans du petit déjeuner, ils vont trouver que ce sont des toasts, plus ou moins grillés. Et justement, la compétence, l'art, la technique de Raimondo, c'est d'arriver au degré de pain grillé qu'il veut. Selon les continents, il va jouer sur le noir, sur le marron, sur le beige, sur les entre-deux. Il y aura des bouts qui seront plus grillés que d'autres, mais à l'endroit où il veut. Et il fait des traces qui tracent les continents. Donc il imprime des traces sur ses toasts, il les fait griller, il les brûle aux endroits précis où il veut faire passer ces différents continents. Et donc c'est comme ça qu'il dessine sur son pain grillé. Vous voyez, c'est un incroyable artiste. Et il a fait des cartes de tous les pays. On a l'Italie, etc. Et là, vous voyez sa planisphère. C'est très étonnant ce travail donc, de Raimondo. Voilà, j'espère que j'ai pas eu le temps donc, de faire toutes les œuvres, comme à chaque fois, c'est ce que je vous dis. J'essaye de faire une sorte de résumé.
c'est injuste parce que je ne prends pas forcément les œuvres qui sont peut-être les plus célèbres, mais j'essaye de prendre celles qui sont les plus représentatives de ce que voulait dire l'expo. Donc là, si vous voulez vous pencher un petit peu plus sur cette exposition, vous pouvez soit acheter le livre de Guillaume Mont-Saint-Jean qui s'appelle Mapamundi et qui est toujours présent, ou qui est dans les meilleures bibliothèques artistiques. Et donc vous allez voir ce Mapamundi de Guillaume Mont-Saint-Jean. J'ai un grand plaisir à parler de cette exposition, d'abord parce que Guillaume est un homme, c'est comme ces grands érudits, depuis de la Mirandole jusqu'à de grands érudits comme Dumézil, etc. Il sait tout sur tout. Il est intarissable. Il sait raconter des histoires donc durant des heures si c'est possible. Il est bavard comme c'est incroyable. Il a écrit des très beaux articles sur l'eBay aussi, donc vous pouvez le suivre de temps en temps. C'est un des maîtres de la cartographie aussi, bien sûr, mais pas que. Et donc c'est un véritable plaisir que de suivre donc ses choix artistiques. Il a fait plusieurs expositions. Je crois qu'il a été exposé aussi au niveau du Mucem. Bref, je vous incite à approfondir cette matière et j'espère vous en avoir donné l'envie en tout cas. Au revoir les petits padawans.